C'est une femme alpiniste qui a fait plein de premières ascensions dans les Alpes et en Norvège. Elle a photographié ces ascensions. Elle en est une chambre photographique de voyage. Le seul mail pour l'instant de partenariat que j'ai reçu, c'était pour Mythique. Pour moi, Slasher, c'est un film gore. Je m'en moque que ce soit YouTube ou autre chose. Moi, je veux un film qui est bien. C'est tout un peu community manager de nos propres vies. Et ils m'ont dit, on t'a pas pris parce que ta voix est trop soporifique. Du coup, tu clapes plus ? Des fois pour la beauté du geste. Ok. Ouais. Parce que sinon, première fait tout le boulot. Ouais, voilà. Ou si je me dis, des fois, il y a des petits doutes et tout, ou si le son il était un peu lointain ou des choses comme ça, là, oui, évidemment, je clappe. Ouais, c'est bien d'avoir un pic quand même dans la piste son. C'est ça. Bon, allez, on va se lancer. Oui. Bienvenue, Sophie. Merci beaucoup. Bienvenue dans Coffee Shot, on trinque, apparemment. Oui, voilà. Oui, il faut trinquer. Le dernier épisode de l'année 2023. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste engagée, donc je travaille soit en lien avec l'écologie, l'écotourisme, le cinéma indépendant, enfin voilà. Je fais des films pour ces personnes-là, pour des assos. Et puis aussi, j'ai une chaîne YouTube autour du cinéma, de l'image, de être en freelance. Et puis, je suis aussi réalisatrice de films documentaires. Et là, je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit. J'en avais déjà fait avant, mais là, je passe à l'étape professionnelle, on va dire, actuellement. Okay. Voilà. Ok. Ben, nous, on s'est rencontrés en avril 2022. Oui. À l'occasion d'une formation à destination d'éducateurs et d'éducatrices de la région, oui. 44. Et moi, à ce moment-là, j'ai découvert ta chaîne et tu faisais un format qui s'appelait le journal de bord d'une vidéaste. C'est ça, exactement. Et comment ça t'est venu un peu cette idée de partager tes pérégrinations de vidéaste ? En fait, ça m'est venu du fait que moi, je me suis clairement formée en tant que vidéaste sur Internet, parce que j'ai fait des études théoriques de cinéma et pas pratiques. Donc, du coup, toute la pratique vient de YouTube, vient de sites, etc. Et en fait, il y avait toute une partie sur le fait de devenir freelance vidéaste qui n'était pas abordée, je trouve, sur YouTube. Et c'est toutes les difficultés, les questions qu'on peut se poser, les murs qu'on peut rencontrer clairement. Et en fait, j'avais envie un petit peu de créer une série qui soit réaliste, qui en même temps, à moi-même, me permette de revenir sur mon parcours, en fait, parce que c'est hyper intéressant. Je regarde la première, je fais « Waouh, c'est incroyable !» Tout ce qui s'est passé depuis le début. Et en même temps, je me suis dit, ça va permettre à des personnes de se rassurer si elles sont dans des difficultés, si pour l'instant, elles n'arrivent pas à vivre de ça, etc. De vraiment, en fait, rendre ça accessible, en fait, ce métier-là, tout en montrant que c'est quelque chose de très compliqué et que c'est pas du jour au lendemain qu'on devient un grand vidéaste avec plein d'argent, quoi. Enfin, clairement, ça met énormément de temps, quoi. Quand on s'est rencontrés, moi, j'avais cette idée-là de « Ah j'ai fait des études de cinéma ». Et c'est marrant comment on projette tout de suite « Ah, elle a fait des études de cinéma ». Et tu précises théorique. Et c'est deux choses, je trouve, très distinctes d'une certaine manière entre pratiquer la réalisation vidéo ou la réalisation tout court et avoir une culture générale du cinéma. C'est deux pans qui se côtoient vachement sur ta chaîne YouTube. À la fois, tu as des vidéos qui vont être plus théoriques dans le sens histoire du cinéma, avec des thématiques comme le cinéma québécois ou les Indiens au cinéma. Genre, il n'y a pas d'Indiens au cinéma, c'est ça, je crois ? Les Indiens n'existent pas. Les Indiens n'existent pas. Et en même temps, là, en parlant, je découvre que tu as appris par toi-même à réaliser, filmer, monter, etc. grâce à YouTube. Ouais. Comment tu as réussi ? Et est-ce que tu as réussi, est-ce que jamais on le trouve, ça j'en sais rien, à trouver d'une certaine manière ton style ou en tout cas les sujets que tu veux aborder sur ta chaîne YouTube ? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée ou pas ? Oui, je me suis vraiment posé la question parce qu'il y a plein de choses différentes qui m'intéressent. Donc pour moi déjà, être vidéaste et parler de cinéma, c'est pas du tout la même chose. C'est deux univers complètement différents. Et en plus de ça, j'adore faire des films documentaires. Et en plus de ça, j'adore la montagne. Donc rien à voir en fait. Ouais. Donc du coup, au début, je me suis beaucoup posé la question, ok, est-ce que je fais un compte pour chaque sujet et tout ça ? Et je me suis dit, non, c'est pas forcément pertinent. Autant montrer l'entièreté de ce que je suis, et c'est ça ma ligne éditoriale. C'est un peu facile comme réponse, mais voilà, je me limite pas et je me dis, les personnes, elles vont vraiment me suivre pour
une globalité, et parce que les sujets se répondent parfois aussi, hein, de toute façon, entre le cinéma, la théorie du cinéma, et ce qu'on peut traverser quand on réalise des films, il y a quand même des liens tangibles entre les deux à chaque fois. Donc je me suis posé la question au début, et après j'ai continué comme ça, et je pense que je continuerai dans ce sens-là. Ouais, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance, en commençant une chaîne YouTube, à se dire, faut que je me niche, faut que je trouve ce pourquoi les gens viennent sur cette chaîne et qu'ils retrouvent toujours la même chose, ce qu'ils attendent, leur rendez-vous culturel ou leur rendez-vous technique ou leur rendez-vous divertissement. Et on a facilement tendance, moi le premier, hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai dit, moi je vais parler de photo argentique en français. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui en parlait en français, que c'était quelque chose sur lequel j'étais ressource et où je me suis dit, là, je vais pouvoir servir à des gens d'une certaine manière en faisant des vidéos. Sachant que moi, j'avais mes objectifs de vidéaste à l'intérieur, de me dire, moi, je veux m'améliorer en montage, je veux pouvoir utiliser mon matériel plus souvent, parce que moi, je fais un peu de reportage, mais plutôt de la fiction. Et du coup, en fiction, si t'attends un projet fiction pour utiliser ton matos, le temps que ça se monte, tu le vois comme t'es en train de faire un documentaire aussi, tu vois, genre, avant de sortir ta caméra, t'as quand même du temps. Et c'est vrai que c'est, pour celles et ceux qui sont habitués du podcast, c'est des sujets qu'on traite souvent quand on parle de création de contenu, sur la niche, et est-ce qu'on doit se réduire à une seule chose. Et ce que tu dis, de finalement dire, non, en fait, je suis toutes ces choses et je vais faire ma ligne éditoriale autour de la complexité de ce que je suis ou de la pluralité de ce que je suis, c'est quelque chose, moi, auquel je crois beaucoup, même si c'est une drôle de guerre contre l'algorithme. Oui, clairement, je perds. Hein. Je perds cette guerre complètement. Je sais pas, pour moi, c'était naturel de faire comme ça et je me voyais pas me bloquer dans quelque chose parce que dès le début, vraiment au tout début de ma chaîne, il y avait des films contemplatifs de voyage. C'est comme ça que je me suis entraînée à pratiquer la vidéo, c'est en faisant des films de voyage. Et puis après, j'ai fait des vidéos pendant le confinement sur la théorie du cinéma chez moi. Donc en fait, tout s'est mélangé dès le début et j'avoue que peut-être je suis pas la meilleure personne à écouter si on veut développer une chaîne YouTube, car ma chaîne, elle est toute petite, elle bouge pas beaucoup, mais j'ai des retours satisfaisants, je sais que j'aide des gens et du coup, c'est ça qui m'intéresse en fait. Enfin, récemment, du coup, moi j'ai regardé la FAQ que tu as faite et il semblerait, enfin du coup, moi c'est un peu pour ça que je voulais aborder ces différents formats, séries. Tu as dit série tout à l'heure, de vidéos que tu penses sur ta chaîne. La question pour moi, c'est pas d'avoir une chaîne qui réussit, qui perce, qui est successful. Enfin, c'est le seul mot que j'ai en tête, c'est trop bizarre. Mais bien de savoir, en fait, comment tu crées, pourquoi tu crées. Parce que création de contenu, c'est un terme un peu fourre-tout, dans lequel, qu'est-ce que c'est le contenu ? Tu vois, ça peut être plein de choses. Créateur, créatrice de vidéos, c'est un peu cadré, mais il y a quand même créatrice. Et là-dedans, le fait de penser les choses, déjà comme tu le dis, comme des séries, je trouve que ça donne un peu déjà une ligne, une idée. C'est-à-dire que tu disais dans la FAQ dont je parlais là juste à l'instant, que tu allais peut-être aller vers plus de vidéos outdoor, de randonnée, etc. Parce qu'il semblerait que ton audience, les gens qui te suivent aussi pour ça. Est-ce que comment tu t'es rendu compte de ça en fait, c'est ayant une chaîne qui est pas si nichée. Enfin, je veux dire, moi j'ai des gens dans une niche. J'ai vu le OM1 qui est chez toi, l'agrandisseur, etc. Je me dis, moi je suis dans une niche. Les gens ils veulent parler photo, ils m'envoient un truc sur la photo et très rarement on me demande c'est quoi mes centres d'intérêt, c'est quoi mes goûts. Mais je sais ce que les gens viennent chercher. Ils viennent chercher ça. Et toi, en ayant plusieurs séries, comment t'as pu déterminer que les gens préféraient ci ou ça ? En fait, c'est pas via YouTube, mais c'est via Instagram. Je donne beaucoup d'importance à répondre à tout le monde, échanger avec tout le monde, parce que je peux pour l'instant. Et donc, je sais que je faisais beaucoup de photos. Bon, maintenant, ça marche plus trop, les photos sur Instagram, mais je faisais beaucoup de... C'est dur, c'est une drôle de période. Mais du coup, je faisais beaucoup de photos de montagne, etc. On me suivait beaucoup pour ça, pour mes films contemplatifs au début aussi. Et je sais que j'ai des très bons retours quand j'en ressors et on va me demander si je vais en refaire ou des choses comme ça. Donc, je vois que ça accroche aussi. Après, est-ce que ça va mieux marcher que le reste ?
Pas forcément. Mais en général, mes films de voyage, mes 2 derniers films de voyage, ils ont mieux marché. Bon, c'est une petite échelle que mes vidéos que je sors actuellement. Mais c'est des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup plus poussées en termes de montage, de narration, de cadrage, en termes de patte artistique, il y en a une, quoi. C'est des objets artistiques. C'est pas des séries informatives comme les autres. Oui, et puis il y a peut-être une quête d'évasion quand on clique sur une de tes vidéos de voyage où on a envie de voir de beaux paysages, d'entendre une belle histoire. Enfin, ce qui n'est pas pareil que quand tu cliques sur une vidéo de... surtout que YouTube est saturé de vidéos de vulgarisation générale, de culture générale, que ce soit du cinéma, que ce soit de la littérature ou plein de sujets, genre même sur les financements qu'il y a aujourd'hui via le CNC ou d'autres appels à la création audiovisuelle à destination d'Internet. Le grand mot de toutes les quêtes, c'est la vulgarisation. Enfin, tu vois, c'est devenu le truc qui peut te faire, entre guillemets, toucher des sous, comme si il y avait que la vulgarisation sur YouTube, quoi. Ouais, alors qu'il y a des projets artistiques aussi, il y a de la fiction, il y a du docu, enfin il y a tellement de choses. Après, on peut toujours contourner les demandes pour obtenir des financements. Moi, j'ai eu un financement CNC YouTube, on va dire, enfin côté web pour mon documentaire, tu vois. Ouais, ah d'accord, donc, ok. Et c'est un documentaire de création. Donc il y a moyen de contourner, mais c'est sûr que je pense que c'est un des seuls qui a eu ça, et sinon c'était des vidéos YouTube plus classiques, quoi. En soutenant cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. C'est un espace privilégié sur lequel je peux communiquer avec vous de manière plus personnelle et individualisée. Je tiens à remercier celles et ceux qui me soutiennent déjà. Ce sont vos soutiens qui m'ont permis cette année d'être indépendant et de n'accepter que les partenariats qui m'intéressent et qui sont pertinents pour la chaîne. Laisse-moi te dire 2 mots sur le café qu'on boit. Oui. En intermède, c'est un Sigri et qui est un mélange de bourbon et de Typica. Voilà, j'y connaissais rien en café, c'est marqué sur l'étiquette. Et il vient de Nouvelle-Guinée. Ok. Voilà, donc moi je le trouve très bon. Bah oui, très bon. Voilà. Je passe un très bon moment à le boire. Pour se réchauffer en décembre. Oui, exactement, c'est un bon café de décembre. Ouais. J'ai hésité avec le mocha et note de chocolat, je me suis dit que ce serait de saison. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ton documentaire, parce que tu l'as mentionné, mais je suis curieux de savoir quel est le sujet du documentaire et que tu puisses nous en parler. Carrément. Donc le documentaire que je suis en train de réaliser, en fait, il est sur une personne qui est surnommée Lizzie Leblond, et c'était une femme alpiniste qui a vécu en gros fin 1800 jusqu'aux années 30, et qui a fait plein de premières ascensions dans les Alpes et en Norvège. Okay. Et également, en fait, elle a photographié ses ascensions. Et donc, du coup, elle emmenait une chambre photographique de voyage pendant ses ascensions, en fait. Et elle les photographiait. Et elle a également aussi fait des films sur les sports d'hiver, le bobsleigh, la luge, etc. en 1898, ce qui la positionne comme la première femme ou une des premières personnes à avoir filmé les sports d'hiver. Voilà. Waouh. Oui. Et donc, je fais un film, en fait, sur elle et sur sa façon de partager, en fait, sa passion pour la montagne, son amour pour la montagne, son amour pour l'alpinisme, à travers les images et puis à travers ses écrits également. Et du coup, je fais un parallèle avec moi parce que je m'exprime aussi dans le documentaire via une voix off. Okay. En gros, Lizzie s'exprime via, en fait, une voix off qui va être interprétée par une actrice. Et moi, en fait, je vais lui répondre dans le film, voilà, et pour avoir un regard sur la montagne et sur 2 façons d'aimer la montagne qui sont différentes. Comment t'es tombée sur son travail ou... C'est par le biais de ton amour de la montagne ? Et bah, c'est par le biais de mon amour du cinéma et c'est par le biais de, tu vois, finalement, de l'écriture d'une vidéo YouTube. J'écrivais une vidéo YouTube sur Alice Guy Blaché, qui est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et en fait, en faisant des recherches, je suis tombée sur un article québécois qui parlait de cette Lizzie. Et j'étais là, mais qui est cette personne ? Enfin, j'en ai jamais entendu parler et tout ça. Et après, j'ai commencé à fouiller, à me rendre compte qu'il y avait de la matière, mais qu'elle était complètement inconnue. Et voilà, du coup, j'ai fait, ok, il y a quelque chose à faire là-dessus, au-delà d'une vidéo YouTube, je pense.
Ah oui, c'est sûr que là, oui, c'est. Alors on est loin de la vidéo de vulgarisation dont on ouais. Quid entre faire un film documentaire, c'est un long métrage en plus que tu fais? Je pense que ça sera un 52 minutes. 52 minutes. À reconfirmer, mais c'est l'objectif. Ouais. Ok. Du coup, tu as accès à des images d'archives? Ouais, tout à fait. Alors les films, ils ont tous disparu, malheureusement. Il reste très peu de films du début de l'histoire du cinéma, seulement 10%. Mais les photos, en fait, elles sont toutes, pour la plupart, dans un musée au Kansas, complètement perdu, et qui a fait le travail de numériser toutes les photos et de les rendre accessibles sur Internet. Donc c'est cool de leur part. Et c'est comme ça que j'ai pu, en fait, me plonger dans 8 albums photos de Lizzie et voir un petit peu tout son travail, quoi. Donc, et du coup, je travaille avec eux, je suis en partenariat avec eux. Ouais. En gros, ils me filent les photos gratuitement et moi, je leur fais une version sous-titrée anglaise pour leur musée, quoi. Ok. C'est marrant que finalement, ton documentaire parle de photos argentiques. Oui. Enfin, genre... Oui, c'est sûr. Enfin, de photos argentiques, c'était la seule photo à l'époque, mais tu vois, il y a un truc genre... Moi, je débarque là, je me dis, ah oui, elle fait un documentaire, etc., mais je sais même pas de quoi il parle. Et en fait, tu me parles de chambre photo, d'ascension, etc. Parce qu'il me semble que tu as fait du tirage aussi. Oui. Alors parle-nous un peu de mon expérience dans l'argentique. Bah oui, il y a un OM1 sur une étagère, je l'ai vu. Il y a un agrandisseur sur ton bar près de ta cuisine. C'est vrai. C'est pas anodin. C'est là et ça n'a pas été utilisé depuis longtemps, mais en gros, j'ai fait un club de développement argentique quand j'étais au lycée. Okay. Et j'ai adoré ça. Et donc, j'ai appris à développer de la photo argentique à ce moment-là. Et je l'ai fait un petit peu après, en début de fac, etc. Dans ma chambre Crous, je développais des petites photos argentiques et tout. Ah, ça, c'est dans ma salle de bain. C'est une vraie passion, ça. Dans un logement Crous. Ouais. Moi, j'ai attendu d'avoir à 3 pièces avant de m'installer un truc dans ma salle de bain. Non, mais écoute, ça marchait très très bien. Et là, en fait, je l'ai ramené ici, mais j'ai pas du tout encore eu le temps. Je suis un petit peu débordée dans ma vie souvent. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de me poser là-dessus, mais je me dis, si à un moment j'ai un temps mort, je vais en refaire, quoi. Ouais. Parce que je trouve que c'est hyper apaisant de développer de l'argentique. Et il y a un côté où on est en train de créer un objet. J'ai fait du cyanotype aussi. Ça m'amusait beaucoup et j'aimerais bien, tu vois, essayer de certaines photos de montagne que je fais, les imprimer en négatif et les développer en cyanotype, voir ce que ça rend et tout. Carrément. Des trucs comme ça, j'aimerais bien tester, mais c'est le manque de temps qui fait que je retourne pas dessus, quoi. C'est ce qui m'a le plus attiré dans ces dernières années dans le tirage, justement, c'est l'aspect bulle, bulle de temps et le travail de l'image dans une temporalité un peu longue et lente. Tout à fait. Là, moi, j'ai commencé à faire des tirages de lecture de photos que j'ai faites il y a 10 ans en voyage. Okay. Et je redécouvre des images que j'ai prises il y a 10 ans. Et le fait de le faire à l'agrandisseur, dans la chambre noire et tout, il y a un truc où je prends plus le temps de redécouvrir les images que si je faisais défiler mes photos numérisées sur mon ordi. Complètement. Donc je trouve que ce temps-là, il est vraiment pas négligeable en fait dans la pratique. Pour réapprécier des choses, des photos qu'on a faites à l'époque ou retrouver une valeur au temps qu'on a. Tu vois, tu dis, si j'ai une fenêtre, j'aimerais bien m'y mettre. Ouais. Ce serait incroyable. Si jamais tu veux venir faire du tirage. Mais avec grand plaisir. Mais carrément, parce qu'il me faudrait un petit peu. Je savais le faire à l'époque. Ouais. J'ai clairement perdu la main, donc je suis trop. Ça m'intéresserait carrément. Avec plaisir, avec grand plaisir. À Saint-Nazaire, si tu veux faire du tirage sans avoir à retourner ton chez toi. Trop bien. J'aimerais aborder avec toi le côté. J'ai découvert le mot grâce à toi. Le slasher. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Pour moi, slasher, c'est un film gore. Mais du coup, quand j'ai entendu le slasher. Moi, j'utilise le terme multicasquette. C'est peut-être lié à mon style vestimentaire, mais du coup, est-ce que c'est un peu ça? Ouais, complètement. C'est un terme que j'ai découvert dans un podcast français sur la freelance. Je ne sais plus le nom du podcast, désolée. Mais je trouvais ça hyper intéressant et clairement, c'est clairement être multicasquette en fait. C'est faire plusieurs choses. Et moi, je dis pas que j'ai que un métier, j'ai plusieurs métiers vraiment qui me font vivre au quotidien. Enseigner. Mon documentaire, il me fait pas vivre, il fait un peu vivre des gens. Je paye les gens. Ton cœur. Il fait vivre mon cœur et il fait un peu vivre des gens parce que je paye mon équipe, mais je me paye pas. Okay. Et puis la vidéo, quoi.
Donc du coup, ça fait tout ça. Et clairement, YouTube, pour l'instant, je ne le considère absolument pas comme un métier, mais comme une passion, parce que j'en ai jamais rien gagné. Le seul mail, pour l'instant, de partenariat que j'ai reçu, c'était pour Mythique. J'étais là... C'est vrai ? Oui. Et j'étais là, mais pourquoi ? S'il vous plaît. Genre, je parle de plein de créations. Pour l'instant, j'ai encore rien eu de partenariat. J'ai que des partenariats de thé ou de crème pour le visage et tout. Et je suis là, à un moment donné, ça, je vais recevoir un sac gratuit de vidéos, j'y crois. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est pas un métier, quoi. Ouais. C'est pas rémunérateur. Non. Moi, j'ai l'impression que le côté slasher multicasquette dont on parle, il est très répandu dans le monde de l'audiovisuel ou de la vidéo, en tout cas nous, parce que on est là, mais je pense que ça s'est vachement répandu dans plein de métiers, et même dans, d'une certaine manière, la vie quotidienne des gens. Je m'explique. Parce que on se retrouve tous et toutes un peu community manager de nos propres vies, community manager de nos propres business, surtout pour les freelances, et même pour les artistes en général, des potes photographes qui sont que photographes, se retrouvent à quand même penser leur publication Instagram d'une certaine manière pour tracter une certaine audience ou pour se rappeler aux professionnels, etc. Est-ce que c'est quelque chose, ce côté multicasquette que toi t'as, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais au départ ou quelque chose auquel tu t'es adapté ? C'est quelque chose que je voulais au départ. Okay. Avant de devenir vidéaste, il y a eu la pandémie et mon métier avant, clairement, s'est arrêté parce que j'étais attachée de presse pour des sorties de films et des festivals de cinéma. Donc voilà. Et en fait, ça me rendait très malheureuse d'être en CDI et de faire tout le temps... alors que c'était un métier très intellectuel, très intéressant à bien des égards. Et pourtant, en fait, j'étais complètement bloquée là-dedans et ça me rendait hyper malheureuse de faire que ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la variété pour pouvoir changer, parce que je suis quelqu'un de très impatiente, qui peut vite me lasser, mais après, je finis toujours mes projets et tout ça. J'ai des projets et je m'y tiens. Mais en tout cas, il me faut un changement, en fait. Et il faut que je fasse pas tous les jours la même chose. C'est hyper important pour moi. Du coup, c'est venu un petit peu comme ça. Et puis, la communication... oui, je me suis clairement formée comme toi à Instagram, etc. Et d'ailleurs, j'ai un seul contrat à l'année, mais quand même un contrat important, où je suis responsable com numérique d'un festival de cinéma. D'accord. Qui est en janvier, du coup, à Carcassonne, le festival du film politique. Et c'est le seul que je fais, mais je le fais avec grand plaisir. Et puis, je gère toute une équipe d'étudiants vidéastes et tout ça pour faire du contenu et tout. C'est trop cool. Et du coup, au final, ma casquette, là, elle englobe tout et je peux aller voir un étudiant et lui faire ok, du coup pour faire ça sur Première tu peux faire ça, et donc voilà, en fait le fait d'avoir ce métier là, ça me permet de gérer les autres métiers aussi et de bien gérer globalement toutes mes missions en fait. Oui, parce que en fait finalement être en chargé de com ou relation, comment t'as dit ? C'était relation presse. Relation presse. Ouais. Non mais même là aujourd'hui de gérer le compte d'un festival et de former des gens du coup. Oui. En fait n'importe qui aujourd'hui, quelqu'un qui a sa supérette ou son bar ou son café se retrouve à devoir avoir une présence en ligne. C'est ça. Parce que c'est primordial, parce que il suffit pas d'être sur Maps ou je ne sais. Faut que quand on va sur ton Instagram, ça nous donne envie d'aller passer du temps dans ton café. Et on s'éduque d'une certaine manière à tous les niveaux de la société, plus seulement les gens de l'image, à l'image. Et à comment renvoyer une bonne image et comment avoir une forme de stratégie marketing par les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de vidéos techniques sur YouTube qui nous ont formés, et nous finalement on est allé dans ce secteur-là, mais qui en fait servent à tout le monde. Clairement, ouais. Au quotidien. Et il y a un développement fou d'applications de marques. Peut-être que c'est ça que tu vas avoir un jour comme placement de produit. Peut-être, on sait pas. Dès lors que tu es sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, là en l'occurrence YouTube, étudiant le cinéma, t'es pas étudiante en cinéma, mais tu l'étudies au quotidien d'une certaine manière en le pratiquant. Comment tu trouves l'équilibre d'une certaine manière entre les impératifs que les plateformes peuvent avoir et ton choix à toi d'artiste, de créatrice? Tu parlais de rythme dans une de tes vidéos, qu'on disait que c'était trop lent, que les gens cherchaient un autre rythme. Alors, c'était peut-être des retours clients, mais c'est bien parce qu'il y a une espèce d'impératif d'époque
de quête à la rétention absolument accroché par des images dynamiques, etc. Et comment on trouve l'équilibre entre je sais qu'aujourd'hui moi j'ai besoin d'une présence sur les réseaux, quelle sera-t-elle et quelle forme va-t-elle prendre, parce que tu pourrais soit opter pour être à la merci des impératifs des algorithmes qui veulent une rétention absolue, et en même temps des choix artistiques de réalisation. Ouais. C'est un peu deep, hein. Ouais. Non, mais c'est une question sur laquelle, que je me suis très souvent posée tout le temps, et elle revient tout le temps. Ce qui est intéressant, c'est que la première story que j'ai fait en face cam, c'était pendant le confinement. Ok. Et je l'ai tournée 1000 fois pour être super dynamique. Parce que je suis pas quelqu'un de très dynamique dans ma façon de parler et tout. Et vraiment, en fait, je l'ai revu il y a pas longtemps. J'étais là, mais c'est horrible. Enfin, vraiment, ça ne me ressemble pas du tout. Et tout ça. Parce que t'avais réussi quand même, en la tournant plusieurs fois, t'avais réussi à avoir un tempo qui n'est pas le tien, mais t'y étais parvenu. Exactement, j'y étais parvenue. Et du coup, au début, je faisais beaucoup ça. Et puis, au fur et à mesure que j'ai créé du contenu sur YouTube et que j'ai parlé on va dire en story, en face cam, et en fait, peu à peu, je me suis dit, mais en fait, ma personnalité, mon identité, c'est d'être comme ça, c'est de parler calmement, c'est d'être posée. Et en fait, j'avais des retours aussi de personnes qui me disaient, mais moi, ça me fait du bien que tu parles comme ça et que tu sois pas justement dans le rythme un petit peu classique qu'on peut retrouver sur YouTube et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, on peut aller à l'encontre. Après, bon, c'est pas sûr que ça fonctionne et tout, mais dans tous les cas, il y a des gens qui vont s'y retrouver. Et moi, ça me fait plaisir de parler avec ces gens qui s'y retrouvent, en fait, et qui me remercient d'être moi-même et de trouver ce rythme-là. Mettons, moi, mon youtubeur préféré, c'est Craig Adams. C'est un Américain ultra minimaliste et qui fait que des randonnées, et il parle jamais dans ses vidéos. Et du coup, c'est des plans de lui qui marchent. Et c'est des vidéos incroyables. Les plans, ils sont magnifiques. De base, c'était un vidéaste de mariage. Et puis après, il est parti dans le minimalisme et filmer des randonnées. Hyper spécifiques. Et il parle jamais. Et en fait, moi, j'ai découvert à un moment où je me sentais un peu étouffée sur YouTube de personnes qui parlent trop vite, de montage trop rythmé. Je m'y retrouve pas. Et je me suis dit, tu vois, toi, tu t'es retrouvée dans ce youtubeur-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver aussi dans ton rythme et dans ta façon de parler. Et donc, du coup, je suis partie là-dessus. Mais aussi, on m'a déjà dit... j'ai déjà eu un retour pour une résidence, alors que c'était pour candidater à mon film, aujourd'hui, qui a un financement qui a été pris en résidence. Mais j'avais candidaté une première fois avec un pitch. Ouais. Et ce pitch-là, mon retour que j'ai eu dessus, alors que j'allais pas apparaître en face cam dans le docu. Juste, je le présentais dans un pitch vidéo. Et ils m'ont dit, on t'a pas pris parce que ta voix est trop soporifique. Waouh, c'est d'une violence. Mais au moins, il y avait... Je sais pas, je trouve ça hardcore. Mais c'était peut-être tourné, mais en gros, c'était ta voix est trop soporifique, du coup, on n'a pas... Ouais. Mais c'est tout le truc du pitch vidéo, c'est qu'en fait il simule un entretien, et que en fait l'entretien, c'est est-ce que tu arrives à catcher un peu à attraper l'attention des gens. C'est ça. Ouais, mais c'est dur. Excuse-moi, j'ai besoin d'encaisser ça. Ça va, t'inquiète, c'était il y a longtemps, et puis au final j'ai été prise dans cette résidence un an après, donc ça finit bien. Mais ce que tu dis sur le fait que les gens se retrouvent dans ton rythme à toi, et que on n'est pas obligé, d'une certaine manière, on n'est pas obligé de se plier parce que toi tu t'y retrouves pas dans un rythme qui collerait aux algorithmes, etc. La question c'est, est-ce que si on colle à ce rythme-là, on va percer, marcher sur les réseaux? Je suis pas sûr, parce que finalement ce que tu décris, c'est tant qu'on est en accord avec qui on est, ça fonctionne. Parce que ça résonne chez quelqu'un. Parce que quelqu'un qui est pas speed, qui va se mettre speed pour l'algorithme, les réseaux, etc., c'est même pas garanti que ça prenne, parce que ça pourrait sonner faux. Oui, c'est une forme de mimétisme, d'imitation, et ça peut ne pas du tout fonctionner. Ouais, et puis ça peut être carrément rédhibitoire. C'est comme si tu croisais quelqu'un qui est tout le temps hyper sourire, mais tu sens qu'en fait son sourire il est forcé. En fait, t'as pas envie de croire à sa sincérité. Et je crois que ce que tu dis, c'est Craig Adams, le youtubeur. Ouais. Le Craig Adams, et par rapport au minimalisme et au fait que ce soit sans parole, que de la réal, etc. Moi, c'est un truc, par exemple, qui m'a dérangé. J'imagine que tu connais, et j'ai un trou de mémoire absolu sur son nom, le mec qui a réalisé le film The Minimalists, qui est aussi sur YouTube.
C'est pas Matt Davella? Je regarde pas trop lui, je connais moins. Mais Matt Davella, il est allé vers des vidéos qui sont de toute façon surnarrées. Donc lui, il a son face cam où il a son flow de parole et c'est quand même un flow assez rythmé. Il est très clair, mais c'est très rythmé. Et moi, j'avais pas vu The Minimalist, le premier documentaire qu'il a fait, qui est vraiment presque guérilla parce qu'il était seul technicien. Il a suivi les gars du blog The Minimalist pendant leur tournée de conférences. Ça a duré 3 ans, etc. Finalement, ça a été acheté par Netflix. Et ils ont fait un deuxième film qui s'appelle The Minimalist 2, je sais pas, le retour. Je pense que je l'ai pas vu celui-là. Et moi, là, je connaissais Matt Davella. Et du coup, enfin, je regardais ses vidéos. Et du coup, je regarde le film. Et c'est un truc qui m'a dérangé dans ce deuxième film, c'est que c'est monté, mais d'une manière presque frénétique, avec des plans de coupe, des plans d'illustration à toute balle, sur un truc sur le minimalisme. Ça m'a presque genre... C'est sur Netflix? Ouais, c'est sur Netflix. C'est hyper drôle parce que je donnais un cours sur le documentaire là, et justement je montrais en fait en gros une forme de documentaire classique, donc le documentaire exposé, et genre je montrais une bande-annonce Netflix derrière nos écrans de fumée. C'est la même chose, avec plein d'images de coupe, plein d'animations, plein de graphismes, des musiques épiques, et genre t'es vraiment en fait sous l'eau quoi, t'es submergé et tout ça, et je voulais faire dire ça à mes étudiants. Et donc du coup c'est clairement ça. Donc là en fait il a été derrière Netflix et donc c'est moins sa patte. Ah ouais, tu penses que du coup c'est un peu un impératif de plateforme? Oui. Ouais, carrément. C'est clairement un documentaire type Netflix que tu décris là. Mais qui du coup, moi je trouvais, allait complètement à l'opposé de la thématique même. C'est derrière nos écrans de fumée que tu te prennes des shots d'adrénaline dans tous les sens parce qu'ils te disent que les réseaux c'est ça. C'est limite, si on veut faire un peu de l'analyse à 2 balles, ça a du sens. Ça fait sens, ouais. Mais face à un truc sur le minimalisme où chaque mot est illustré par une image qui est quasi... en plus, ça doit être des images stock, tu vois. Mais complètement. Et c'est tout ce que même moi, j'aime pas sur YouTube quand les personnes qui créent des vidéos utilisent des images stock pour illustrer leurs images. Je suis beaucoup plus... partisans de personnes qui vont aller filmer leurs images d'illustration eux-mêmes ou elles-mêmes pour illustrer leurs propos plutôt que d'utiliser des banques de données Artlist à toute balle quoi. Ouais. Mais enfin voilà, après c'est des points de vue de réalisation. C'est ça, mais moi j'ai le même que toi, hein. Je trouve ça horrible le stock footage. Enfin, je trouve que ça dénature tout propos en fait. Parce que l'image c'est une image qui est insipide en fait. Ouais, puis c'est une image qui va devenir impersonnelle ou qui est un... C'est-à-dire que même si tu cherches à faire un montage lent, un montage contemplatif et tout, tu vas en trouver des images. Mais c'est pas tes images, c'est pas ce que tu fais. Trouver l'équilibre entre... quand tu fais du YouTube, tu corresponds au code, mais tu restes quand même fidèle à ta patte de réalisation. Et du coup, comment t'abordes ton documentaire aujourd'hui, sachant qu'il va être diffusé sur le web? Ah là là. Peut-être que c'est trop tôt pour en parler. Non, mais c'est une vraie question. En gros, je voulais pas faire un documentaire télé, tu vois, je voulais vraiment faire un documentaire de création artistique. Et du coup, comment je l'aborde? Donc, effectivement, on est obligé de le diffuser sur le web par rapport au financement que j'ai obtenu. Et du coup, on essayait de voir comment on pouvait le diffuser sur le web. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il sera sur la chaîne YouTube, mais on n'est pas encore sûr. Peut-être qu'il peut partir ailleurs, en fait, en VOD, accessible à tous, ça passe aussi. Tu peux... Mais bon, je pense que le plus probable, c'est qu'il finisse sur YouTube et qu'ensuite, il circule en festival, voilà, comme ça. Et clairement, je ne prends pas du tout en compte la plateforme. Ouais. En fait, pour moi, je fais vraiment un objet artistique. Oui, j'ai eu un financement web, mais moi, je fais un docu de création, en fait. Avec mon point de vue de cinéaste que j'assume. Ça reste un film qui n'est pas hermétique, il est un peu niche dans le sujet que j'aborde, mais voilà, il va y avoir des plans drone, il y a des entretiens, il y a de la musique, tu vois, c'est pas un documentaire élitiste, entre guillemets, qui pourrait... que des personnes ne
pourrais pas aimer parce qu'il est trop hermétique, tu vois. Ouais, Donc ça, j'ai quand même fait attention à ça, parce que j'ai moi-même évolué dans le milieu du cinéma documentaire très indépendant, et c'est clairement un cinéma quasi expérimental parfois. Donc du coup, je voulais pas tomber là-dedans, je voulais un truc qui puisse s'ouvrir à tout le monde, à n'importe quel spectateur qui peut être intéressé par le sujet. Après, c'est ça ma seule volonté, on va dire, et sinon, je m'en moque que ce soit YouTube ou autre chose. Moi, je veux un film qui est bien, que je trouve bien, qui est bien construit, qui est bien écrit, pour convaincre plus tard d'autres producteurs. Pour moi, c'est ma carte de visite, en fait. Ouais, je vois. Les vues, ça serait bien qu'ils fassent des vues, et il faut qu'ils fassent des vues, mais il faut qu'il ait des articles dans la presse, il faut qu'il soit apprécié, et il faut qu'il aille en festival, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, il faut qu'il ait une reconnaissance d'estime d'une certaine manière, plutôt qu'une visibilité publique. C'est ça. Mais je me demandais en fait quels pouvaient être les ponts et les différences qu'il y a entre du coup YouTube, Internet et la diffusion en ligne et le cinéma. Et parce que malgré tout, ces deux médiums qui sont proches et loin et qui s'influencent. Je veux dire, aujourd'hui, au cinéma, en salle, même dans la fiction, il y a tous les codes de l'Internet. Internet a débordé sur le cinéma très fort. Et dans une période comme maintenant, j'ai l'impression, depuis quelques années en tout cas, sur YouTube, il y a une envie que le cinéma déborde un peu sur l'Internet en termes de rythme, en termes de narration, en termes de qu'est-ce qu'on dit, en termes de qui parle, etc. Et je voulais savoir si toi, tu voyais des différences et des ponts notoires entre les deux, entre YouTube ou l'Internet et le cinéma. Pour moi, des ponts notoires, c'est des personnes qui sont à la fois intéressées par le cinéma, la réalisation de films et YouTube. Et je pense par exemple à François Descraques qui a fait Le Visiteur du Futur, donc qui a sorti son film en salle, en Asio, ça a super bien fonctionné, et il vient de la web-série, tu vois. Donc c'était pas forcément sur YouTube à l'époque, mais bon, c'était de la création web. Donc lui, il a créé ce lien-là. Je vois aussi la réalisatrice Eleonore Coste, peut-être que je le prononce mal, qui, elle, pour moi, fait des films de cinéma. Que ce soit court ou long métrage, ses films, c'est du cinéma. Parce que je trouve que des fois, on voit de la fiction sur YouTube ça ressemble plus à du sketch. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais il y a quand même quelques créateurs, quelques cinéastes, en fait, qui sont liés au web. Il n'y en a pas beaucoup. Et pour moi, c'est eux qui font le lien entre ces deux mondes-là. Après, clairement, c'est pas avec un film de cinéma que tu vas pouvoir exploser sur YouTube. En fait, c'est ça le truc qui est traite, c'est qu'on pourra toujours se dire, et parce que finalement, c'est tout ce qu'on veut en tant qu'artiste, de se dire, il suffit de faire un bon film, parce que finalement, on a qu'à se pencher là-dessus. Mais pour revenir au côté multicasquette, c'est qu'on est auteur-autrice et diffuseur aussi de nos propres choses. Sauf que dans le cinéma, dans le métier, même dans la télé, dans l'audiovisuel en général, c'est deux personnes différentes qui font ce taf-là. Bien sûr. Et la personne qui fait le film, c'est pas la personne qui le market. Et des fois, on trouve les bandes annonces mensongères, et des fois, on trouve les affiches à côté, mais en même temps, c'est un outil de promotion, c'est pas être le plus fidèle au film. Et peut-être pour être le plus fidèle au film, c'est aussi toucher un imaginaire commercial, de publicité qui s'adresse au cinéma d'auteur, au cinéma asiatique, au cinéma d'action, etc. Parce que même dans ce qui pourrait être le plus cinéma d'auteur possible, même en termes de communication, il y a des styles d'affiches, il y a des styles de bande-annonce, tu vois. Et c'est terrible de se dire, nous on est à l'endroit où on crée la vidéo, et la vidéo ou le documentaire, l'outil filmique, on va dire, et on le diffuse, mais comment faire pour conserver cette espèce de choses sacrées de la création et de ne pas être influencé. Alors du coup, tu le décris avec la stratégie, toi, que tu as d'une certaine manière, de dire, moi, mon film, c'est bien s'il fait des vues sur Internet, mais c'est pas son but premier. Mais est-ce que c'est possible de trouver... C'est une question, j'ai pas de réponse à. Mais est-ce que c'est possible de trouver quelque chose qui tape aux deux endroits ? C'est-à-dire qui puisse faire des vues sur Internet, tout en étant... Et qu'est-ce que ce serait ?
Ça dépend ce que tu appelles faire des vues sur Internet. Bah, avoir le plus de visibilité. Ouais. Mais oui, évidemment, en disant faire des vues sur Internet, le plus de visibilité, c'est pas forcément de la bonne visibilité. C'est ça. Moi, non, mais c'est vrai. C'est ça. Moi, ça m'intéresse pas forcément d'être dans les tendances, même si parfois il y a des bonnes vidéos en tendance, mais j'ai jamais vu un court-métrage type cinéma et non pas YouTube-esque en tendance, par exemple. Ça m'est jamais arrivé. Fonctionner, ça dépend ce que tu as comme objectif derrière. Pour moi, fonctionner, c'est convaincre assez pour pouvoir derrière obtenir d'autres financements qui sont le nerf de la guerre à fond, quoi. Oui, parce que même aujourd'hui, des films qui sortent en salle sont pas forcément re-signés pour leur recette ou leur succès public. Je veux dire, il y a des films qui font pas des millions d'entrées, mais qui continueront d'être produits parce que, en fait, c'est bien ficelé. C'est ça. Bah oui, il y a en fait, l'enjeu que tu retrouves dans le cinéma, c'est le fait que le film, il faut qu'il ait des récompenses, il faut qu'il soit respecté, entre guillemets, de la part d'un certain nombre de professionnels, de critiques de cinéma, de films, et puis aussi qu'il soit repéré dans les festivals, et tout ça, c'est vu par pas tant de personnes que ça, mais si le film, il fonctionne. C'est le cas du cinéma indépendant. Malheureusement, le cinéma indépendant, ça ne fait pas beaucoup d'entrées en salle. Non, mais pourtant, il continue d'exister et il est hyper important parce que souvent, justement, ça sort des sujets habituels et tout ça. Donc, c'est pareil sur YouTube, en fait. Dans le sens que d'un côté, on a du cinéma industriel et de l'autre côté, on a du plus petit cinéma et voilà. Et tu vois, t'as des réals qui vont faire les deux. Genre, t'as Taika Waititi, il fait les films Thor et tout ça. Ouais. Et à côté de ça, il fait Jojo Rabbit et des films comme ça qui sont beaucoup plus indés, sur des sujets beaucoup plus compliqués. Et il fait les deux. Et du coup, il a de l'argent. Et à côté de ça, il fait une série faux documentaire sur une famille de vampires qui est excellente. Enfin, tu vois. Et genre, du coup, il fait vraiment les deux en même temps. Ça, peut-être que il y a peut-être moyen de prendre exemple aussi sur des réalisateurs pour faire pareil du côté de YouTube. Ça serait une piste, en fait. Ouvrir, dire, regardez, ça, c'est mon univers, mais vous pouvez aussi regarder des trucs plus niches que je fais ensuite, quoi. De toute façon, ce que tu dis par rapport aux objectifs et à la visibilité, finalement, ça me fait penser aussi beaucoup à la viralité d'une vidéo ou la viralité d'un film. Ouais. Parce que le propre d'un bon film, c'est pas qu'il soit vu par tout le monde, mais que les gens qui l'ont vu en parlent à d'autres. Tu vois, finalement, en tout cas sur le film, moi, je pense au film documentaire qui va pour moi assez proche dans le film indé et parfois le film où c'est le sujet qui va être presque prédominant le propos sera prédominant à la forme qu'a le film, où on parlera de ce film-là parce qu'il m'a fait réaliser que. Donc en fait il va m'impacter intimement, même si en termes de cinéma il va pas se passer pour moi grand chose parce que les gens regardent pas forcément ça quand ils regardent un documentaire. La raison pour laquelle on regarde un documentaire n'est pas du tout la même que quelqu'un qui s'intéresse pas plus que ça à comment on fait des films et va s'intéresser plutôt au sujet. Oui, complètement. Et faire des vues ce serait avoir un sujet qui est partagé par beaucoup ou qui va faire une forme d'unanimité ou justement dissensus et donc encore plus attiser le fait que ça soit vu dans le mauvais sens du terme parce que finalement c'était ça aussi le pendant de ma question, genre les vues mais quelles vues c'est ça de quelles vues on parle. On n'a pas les mêmes vues quoi, c'est pas la même finalité. Et donc du coup je me perds un peu là-dedans, mais il y a ce truc là de se dire est-ce que finalement une bonne vidéo, un bon film, c'est pas quelque chose qui va impacter suffisamment ses spectateuristes, aussi peu nombreux soient-ils, et elles, mais en tout cas qui vont faire suffisamment parler à quelqu'un d'autre ou engranger une discussion. Ouais, pour moi, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a vraiment l'aspect débat, discussion derrière un documentaire qui m'importe. C'est pour ça que je veux absolument que le film il soit aussi projeté, même hors de festival, dans des médiathèques, qu'il y ait peu importe, en école, j'en sais rien, mais qu'il y ait des discussions, en fait, autour du sujet. Même si c'est un sujet un peu niche, mais qui puisse ouvrir au débat, etc. Pour moi, je préfère montrer mon film à 200 personnes, mais avoir une vraie discussion ensuite avec les spectateurs que d'avoir 20 000 vues, tu vois. Ouais, je comprends. Si on doit faire... c'est difficile d'avoir une discussion à 20 000 en plus. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc ça tombe bien.
Est-ce qu'en 2024, il y a des choses, sur des endroits, des rendez-vous que toi, tu aurais à nous donner sur ton actu, ton film, je ne sais pas où il en est, à ce niveau-là de l'année, et si tu sais déjà ou pas? Des rendez-vous, je sais pas, mais je sais qu'en 2024, le film sera terminé. Ok. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Sur la première moitié de l'année, le film sera terminé. Là, j'ai vraiment quasiment... En fait, il me reste plus qu'une scène à tourner. Ok. Et je suis bloquée à cause d'un financement que j'ai pas obtenu parce que j'ai pas assez d'abonnés, etc. Du coup, ils ont peur pour la sortie du film et tout. Ah ouais. Mais ça, c'est dur, hein. Ouais, mais donc du coup, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a plus que cette scène. Et puis après, la post-prod... le film il est quand même très écrit, donc je sais exactement où je vais, je sais que j'ai des belles images et tout, donc voilà. En tout cas, en 2024, c'est sûr que le film existera, ou je peux pas encore le dire, ma chaîne YouTube, ou alors en VOD accessible à tous. Dans tous les cas, il sera accessible à tous. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que tu peux me donner 5 artistes ou 5 tracks qui t'accompagnent en ce moment dans la création de ton film? Dans la création de mon film. Ok. Je suis en roue libre. En roue libre. C'est trop drôle parce que du coup, depuis moins d'1 an, j'apprends à mixer, donc... Oui, c'est un peu pour ça que je voulais te poser la question. Parce que je me suis dit, il me semble que t'es, de ce que je projette, du coup, branché électro. Ouais, électro, techno. Ok. Ouais. Donc en 5 tracks ou en 5 mix? Ouais, c'est dur. Je me suis vraiment posé la question de mon documentaire parce que je voulais qu'il soit un petit peu visible en tout temps, regardable en tout temps. Je veux pas qu'il ait une temporalité, surtout qu'il parle d'un sujet ancien. Mais en même temps, moi j'adore l'électro hyper contemplative et je me dis qu'avec les paysages de montagne et tout, parce que du coup je suis retournée sur les Pals d'Isy, j'ai fait une ascension à 4135 mètres. J'ai super galéré, mais je l'ai fait. Waouh! Et donc... genre à chaque réponse, je suis genre... j'en prends plein la tête. Mais du coup, j'ai envie de... Ce côté contemplatif, paysage, etc., il ressort dans des artistes que j'écoute. Ouais. Mais il faut que ce soit des sons un petit peu accessibles et tout ça. En électro posé, Tilacine et Molécule. Okay. Je peux expliquer un peu. Vas-y, explique, parce que du moi, coup, si tu m'as dit des mots, j'ai des syllabes, c'est tout ce que j'ai. Molécule, si je sais ce que c'est. Ouais. Je saurais pas le définir. Tilacine et Molécule, les deux, en fait, ils vont partir, donc c'est de l'électro très posé, très contemplative, et ils vont partir enregistrer des sons pendant leur voyage, et en fait, ils vont les mettre dans leur musique. Donc c'est très cool. Donc c'est musical, et en même temps, il y a un côté très atmosphérique, où on rentre dans un univers, on rentre dans leur voyage, ou dans ce qu'ils sont en train d'expérimenter, on va dire, donc c'est trop cool. Et il y a un morceau particulièrement? Non. Une discographie. Non, franchement. Leur œuvre complète. Ouais, du coup, désolée, je te dis. T'inquiète. En 5 artistes. 5 artistes. J'ai vraiment modifié la question. Non, mais t'inquiète. Tilacine, Molécule, Christian Loeffler. Je pense que je le dis trop mal, mais c'est un Allemand qui fait de l'électro, très posé aussi. Et puis, je te dirais, du coup, dans la même veine, ce sera que la même veine, mais c'est un tout petit artiste et c'est mon compositeur pour mon film, en fait, qui s'appelle Colibri. Et je pourrais t'envoyer le lien pour que tu le partages. Et pareil, c'est de l'électro très contemplatif, très posé. Et j'ai vraiment envie de faire ça. Et lui aussi, il réalise du docu à côté et il compose pour ses docus. Donc, c'est quelque chose qu'il a déjà fait. Et donc, j'ai envie de faire quelque chose dans cette veine-là. Mais un peu intemporel, mais quand même électro avec des nappes sonores et tout ça. Du coup, je t'en ai donné 4. Et c'est un 5e, je ne sais pas. Là, un groupe que j'ai découvert pas du tout techno, pas du tout électro, c'est Colt. Et c'est des Français et ils ont, c'est drôle, ils ont percé, je crois, via TikTok et tout. Et ils ont sorti leur premier album. Je les ai découverts sur TikTok en mode ouais, mais j'adore. Et en fait, ils ont explosé et ils font de la musique française. Ils sont à 2, un pianiste et une chanteuse. Et c'est trop bien. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ces recommandations. Mais merci à toi. Et toi. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli dans le podcast. Trop bien. Moi, je finis comme ça. C'est aussi simple. Parfait.